Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire de l'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés, mais ce n'est pas le seul point que nous allons aborder. Nous allons aussi regarder un peu les paramètres statistiques à deux variables et la façon d'utiliser sa calculatrice pour les obtenir. Et puis nous toucherons un mot sur le coefficient de corrélation linéaire en fin de vidéo. Pas d'analyse de variance ici, ça fera l'objet d'une future vidéo. Et donc nous pouvons démarrer tout de suite avec l'analyse des coefficients statistiques qui sont utilisables en statistique à deux variables. Alors lorsqu'on a une série XY, on peut évidemment calculer séparément la moyenne des valeurs X, la moyenne des valeurs Y, obtenues sur les individus. Et bien entendu, la moyenne des valeurs X, par exemple, est tout simplement la somme des valeurs obtenues divisée par le nombre de valeurs. Alors bien sûr, tout ça peut être coefficienté ou corrélé à, qu'est-ce que je veux dire, un effectif, bien entendu. Donc on peut avoir à l'issue de tableaux croisés des effectifs en face de chaque valeur x, donc il faudra évidemment en tenir compte. Mais bon, tout ça dépend des bons réglages de la calculatrice, et ça, nous verrons cela tout à l'heure. Alors on peut calculer donc séparément les moyennes de x et y, et puis comme les paramètres de stat à une variable, nous pouvons aussi calculer variance et écart type pour ces variables-là. Les variances correspondent à des formules simplifiées par rapport à leur définition, mais très abordables grâce à la calculette, qui sont celles-ci. Somme des x carré sur n moins x bar carré pour v de x, et bien sûr la même chose pour v de y. Alors, comme il n'y a pas forcément le même nombre de valeurs x que de valeurs y, dans cette formule-là, j'ai voulu en tenir compte, alors que je ne l'ai pas fait sur les moyennes, c'est pour montrer qu'il peut y avoir plusieurs cas de figure différents. Mais peu importe les indices, encore une fois, les bons réglages de la calculette seront suffisants. Les écarts types sont, comme d'habitude, définis comme les racines carrées des variances. Et donc, nous avons affaire à ce qu'on appelle des moyennes quadratiques des écarts entre les valeurs et leur moyenne. Sigma de x et sigma de y. Bref, tout est fait en double dans ces statistiques à deux variables, mais jusqu'à présent, nous n'avons que des résultats indépendamment sur x ou sur y. Il nous manque un paramètre statistique qui mêlerait les deux variables entre elles, et ce paramètre, c'est celui qui va s'appeler la covariance, et qui va être assez central en statistique à deux variables. Donc on va reprendre une formule de variance, mais cette fois-ci en mêlant les valeurs de x et de y. Plutôt que x au carré ou y au carré, on écrira x fois y. Plutôt que x bar carré ou y bar carré, on écrira x bar fois y bar. Ce qui donne ce paramètre-là. Alors, autant pour les variances, et ça se prouve relativement facilement, évidemment, à partir de la définition, une variance est positive. Donc on peut toujours en calculer une racine carrée qu'on va appeler écart type. Pour la covariance, pas de co-écart type, c'est-à-dire qu'une covariance en fait peut être positive aussi bien que négative. Ça se produira à chaque fois dans 50% des cas. Donc cette covariance va être interprétée en elle-même, et on va voir donc son interprétation principale, et puis la façon dont elle s'utilise dans d'autres formules. Alors ça, c'est le formulaire, on va dire, en statistique. Maintenant, qu'est-ce que la calculatrice est capable de vous donner? Eh bien, on va le voir, pas exactement ça. On va dire malheureusement. Sur calculatrice, donc vous saisissez vos données et puis vous sélectionnez dans vos réglages les listes qui vous intéressent. Donc nous verrons plus précisément les réglages dans les prochaines diapos. Sur une Casio, typiquement en menu stat, on va aller dans calque 7 pour aller indiquer à la calculatrice quelles sont les listes à prendre en compte, et puis dans calque 2 var pour obtenir les résultats qui sont au-dessus, ou on l'espère. Et sur une TI, vous allez, après avoir appuyé sur la touche Stat dans le menu Calque, et vous choisissez Stat 2 var, bien entendu. Alors, une fois qu'on a fait ça sur calculatrice, on obtient toute une série de résultats qui tiennent sur une grande page qu'on peut faire défiler et qui ressemblent à ça. X bar, somme des x carré, sigma x, idem pour y, petit n, somme xy. Et là, on va retrouver des éléments qui soit sont des résultats déjà calculés par la calculatrice, et donc typiquement ici les moyennes qui seront directement données, et les écarts types.
sigma x, sigma y. Par contre, les variances et la covariance ne sont pas données par la calculette. Pour une variance, ça n'est pas bien grave, puisque si la calculette nous donne un écart type, il suffit de remettre celui-là au carré pour déterminer la valeur de la variance. Mais on peut aussi utiliser la formule de la variance en se rendant compte qu'il suffit d'aller chercher des éléments dans les résultats calculatrices. Somme des x carrés est nécessaire dans le calcul de la variance. Petit n est aussi donné par la calculette, et x bar, bien sûr, est là. Donc, on arrivera à nos fins. Pour la covariance également, somme des xi, yi, eh bien, somme xy a déjà été prévue par la covariance, et encore une fois, dans tous les cas de figure, que vous ayez un cas simple comme une série liste, ou un cas plus compliqué comme un tableau de contingence. Pardon. Alors, voyons vite ça justement dans des exemples. Dans l'exercice 9, nous avons deux questions indépendantes, l'une sur une série liste et la deuxième sur un tableau de contingence. Alors commençons avec la série liste. On rappelle l'exemple qui a déjà été vu de l'engrais et de la récolte. La quantité d'engrais épandue sur plusieurs parcelles représente la variable x et la quantité récoltée la variable y. Alors comment saisir ça sur sa calculatrice? Eh bien nous l'avons sous les yeux, puisque le tableau est une série liste et que la calculatrice fonctionne en liste, eh bien nous entrons en liste 1 les valeurs de x, en liste 2 les valeurs de y. On pourrait très bien faire le contraire, le tout sera de le dire à la calculatrice. Alors, sur une Casio, donc dans le détail, dans le menu stat, vous allez dans l'édition des listes directement, c'est-à-dire que vous remplissez vos listes. Puis vous allez dans Calc 7 pour lui indiquer quelles sont les listes intéressantes. Alors bien entendu, nous faisons des réglages en stat à deux variables, donc un var n'a rien à faire là-dedans. 2 var x, c'est en liste 1, 2 var y en liste 2. Si vous avez fait le contraire, vous lui dites 2 var x liste 2, 2 var y liste 1. Et alors surtout 2 var frec 1. C'est-à-dire que chaque couple xy correspond à un individu. C'est comme si on avait une troisième colonne dans le tableau avec des valeurs 1 partout pour les effectifs. Je rappelle qu'en anglais, frequency, ça veut dire effectif. C'est utilisé à la fois pour effectif et pour fréquence. Donc sur vos calculatrices, un effectif va se noter frec ou au pire F majuscule. Alors vous ressortez, vous allez sélectionner 2 var pour obtenir des résultats qui vont bientôt s'afficher, mais je vais dire sur TI ce qu'on fait, alors les modèles courants de TI bien sûr. Avec la touche Stat, on accède donc aux statistiques, on choisit Edit pour remplir nos listes. Ensuite, on rappuie sur la touche Stat, on va choisir le menu Calc cette fois-ci, et on va choisir Stat de var. Et sur les anciens modèles, on écrit soi-même derrière Stat de var L1, L2. Alors L1, L2, c'est seconde 1, seconde 2. La virgule, c'est la virgule au-dessus de la touche 7. Et puis pour les nouveaux modèles de TI, donc les plus nombreux actuellement, nous avons des réglages de type Casio, c'est-à-dire qu'une page s'affiche quand on choisit Stat de var, et la TI vous demande où sont les X, où sont les Y, et où sont les frequencies. Donc on lui dit L1, L2, et surtout rien du tout. Alors autant sur la Casio, il faut qu'apparaisse un 1, autant sur la TI, quand il n'y a pas d'effectif dans le tableau, on ne met rien. On valide, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on obtient? Ce que je vous disais dans la diapo précédente, toute une série de résultats, qui sont E de x, alors autre façon de noter la moyenne, hein, il s'agit de x bar, sur la calculette apparaît x bar d'ailleurs, et E de y ici pour y bar. Donc nous avons tous nos résultats, intermédiaires ou définitifs entre guillemets, nous avons la moyenne de x, nous avons ici l'écart type de x, nous avons la moyenne de y, l'écart type de y. Alors bien choisir sigma x et non pas sx qui représente autre chose qu'on verra dans un autre chapitre sur les statistiques inférentielles, et des résultats intermédiaires qui nous serviront dans des formules. Alors justement, si maintenant on nous demande dans un exercice de calculer la variance de x, l'écart type de x et la covariance de xy. L'idée, c'est quand même de reprendre les formules. Donc la variance de x, ça va être la somme des xi carrés divisé par n moins x bar carré. Somme des xi carrés, n'allez pas vous amuser à mettre au carré la somme des x, ça ne marche pas. C'est bien pour ça que la calculatrice vous calcule juste en dessous la somme des x carrés.
Donc ici, bon, 101 700. Du coup, la variance de x va être égale à 101 700 divisé par 5 moins 134 au carré. Résultat, 2384. La définition de l'écart type était la racine carrée de la variance. Si vous calculez la racine carrée de 2384, sans surprise, vous tombez sur le résultat affiché par la calculatrice, 48,826 environ. On reprend de la même façon pour la variance de y. Ici 21,04 et vous pourrez vérifier que la racine carrée de 21,04 vaut 4,5869. Très bien, qu'en est-il de la covariance? Eh bien, la covariance de xy est égale à la somme des xy divisé par n moins x bar y bar. Donc, on l'a ici, 30 900 divisé par 5 moins 134 fois 44,6. Résultat, 203,6. Alors avant de voir comment est utilisée la covariance dans d'autres formules, il y a une interprétation à connaître, c'est celle du signe de la covariance. Je vous avais dit tout à l'heure, la covariance peut être aussi bien positive que négative, ça dépend des cas. Ici, elle est positive. Alors, ça implique, si vous voulez, une croissance globale de y en fonction de x. Autrement dit, plus x augmente, et plus y a tendance à augmenter. Et c'est ce qu'on constate dans le tableau de départ. Effectivement, pour des valeurs de x plus importantes, on a tendance à avoir des valeurs de y plus importantes en face. Donc ça, c'est typiquement révélateur d'une covariance qui va être positive. Voilà, bien entendu, une covariance négative montrerait le contraire, c'est-à-dire que les variables semblent globalement varier dans des sens opposés. C'est-à-dire des valeurs de x plus grandes correspondent en général à des valeurs de y plus faibles. Alors je dis bien globalement ou en général, parce qu'on a vu que sur l'ensemble des exercices qu'on pouvait poser, on est sur un nuage de points, qu'il y a un certain flou dans ce nuage, et ce n'est pas parce qu'on se déplace de gauche à droite dans le nuage, donc par x croissant, que forcément y va être strictement croissant. D'accord? Donc il y a des variations, des oscillations de y en fonction de l'évolution de x, même si on range bien les valeurs de x. Mais voilà, ça implique une croissance globale. Alors voyons maintenant ce qui va changer sur les calculatrices lorsqu'on a affaire à un tableau de contingence. Je reprends un exemple ici des personnes dont on avait demandé l'âge, x, et qu'on avait rangé par tranche, 15, 25, 25, 50, 50 et plus, et le nombre de sorties au cinéma dans les 12 mois qui précèdent. Aucune, 1 à 11, 12 à 23, ou supérieur ou égal à 24. Cette fois-ci, on a croisé le tableau parce que dans chaque croisement XY possible, il n'y a pas un seul individu, mais plusieurs. Donc nous avons une troisième source d'information qui est l'effectif correspondant à chaque couple XY. Alors, la calculatrice qui fonctionne en liste ne comprend pas un tableau croisé. Donc il faut décroiser ce genre de tableau pour la calculette. Nous avons trois types d'informations différentes. Les valeurs X, les valeurs Y et les effectifs. Donc sur la calculatrice, il va nous falloir trois listes. Et typiquement, on réservera la liste 1 à X, la liste 2 à Y, et la liste 3 aux effectifs cette fois-ci, même si on n'est pas obligé de le faire dans cet ordre. Il y a une chose qui est sûre, c'est que dans ce tableau, il y a 12 effectifs, c'est-à-dire il y a 12 cases qui contiennent des individus. D'accord ? Donc ces 12 valeurs doivent être rangées dans la liste 3, et nous les mettrons les unes en dessus des autres, en faisant bien attention à l'ordre dans lequel nous rangeons ces valeurs. Donc j'ai choisi ici de rentrer d'abord les 4 valeurs de la première colonne, en dessous j'ai mis les 4 suivantes, et en bas j'ai mis les 4 de la troisième colonne. Et ce qui est évidemment crucial, c'est qu'en liste 1 et liste 2, en face de chaque valeur en liste 3, on doit retrouver le bon couple XY. Donc il ne faut pas se mélanger les pinceaux dans la lecture du tableau, mais nous devons faire cet effort de renseignement sur la calculatrice. Par exemple, pour les valeurs X, ça va être ça. Effectivement, les 4 premiers effectifs, 4, 10, 13, 6, correspondent tous à la même valeur de x. On prendra bien entendu le centre de l'intervalle, donc 20. Pour 6, 16, 8 et 3, nous avons 37,5, le centre de l'intervalle 25, 50. Et puis, ce que je ne montre pas sur la diapo, c'est que l'énoncé de l'exercice 9 vous disait, pour les 50 ans et plus, on prendra 60. Bon, ok, donc là c'est imposé par l'énoncé, on ne risquait pas de le deviner soi-même.
C'est ce qui se reproduira d'ailleurs ici pour le cas supérieur ou égal à 24, où l'énoncé va nous dire « prenons 36 ». En tout cas, pour les valeurs de y maintenant à mettre en face, il faudra bien sûr citer soit 0, soit 6, 1 plus 11 divisé par 2, soit 12 plus 23 divisé par 2, donc 17,5, soit 36, puisque donné par l'énoncé. Mais ça ne va pas se faire dans le même ordre que les valeurs x. Pour 4, 10, 13 et 6 en liste 3, j'ai à chaque fois une valeur de y qui est différente. Voilà, donc je fais bien correspondre ligne par ligne le bon couple XY avec le bon effectif. À ce moment-là, j'ai exactement les mêmes informations que celles du tableau croisé, sauf que celles-ci sont utilisables par la calculatrice. Alors qu'est-ce qui va changer par rapport à l'exemple précédent? C'est simplement nos réglages sur calculatrice. Sur une Casio, dans Set, les settings, je dois lui dire que les X sont en liste 1, les Y en liste 2, et qu'il y a des effectifs en liste 3. Si j'oublie de lui dire ça, c'est râpé pour tout le reste de l'exercice. Sur la TI, je vais lui dire au moment du choix stade de var, liste 1, liste 2, liste 3. Sur les anciens modèles, la TI attend dans cet ordre où sont les X, où sont les Y, où sont les effectifs. Donc à vous de lui donner dans le bon ordre. Et c'est pour ça que je vous conseille de toujours faire les choses dans le même ordre. Réserver la liste 1 pour X, la liste 2 pour Y et la liste 3 pour les effectifs, histoire de ne pas vous poser la question sur l'ordre dans lequel vous allez citer ici, liste 1, liste 2, liste 3. Sur les nouveaux modèles de TI, c'est plus simple. La TI vous demande clairement où sont les X, où sont les Y, où sont les effectifs. Lorsqu'on valide, ou sur une Casio, lorsqu'on choisit 2 var, nous avons à nouveau les mêmes résultats que précédemment, donc les moyennes, les écarts types, les sommes des x, les sommes des x carrés, somme de xy et petit n. Et on se rend bien compte que, puisqu'on lui a dit qu'il y avait des effectifs en liste 3, la calculette nous a calculé un petit n qui est la somme de tous les effectifs, c'est-à-dire l'effectif total d'individus, ici 100 personnes interrogées. On reprendra évidemment exactement les mêmes formules pour calculer variance et covariance, en se servant des mêmes éléments de la calculatrice. Alors, je vais en profiter ici pour vous dire que il faut faire attention quand on calcule des variances ou une covariance. Elles sont très sensibles à la précision des valeurs que l'on met dans les formules. Il se trouve que ici, j'ai une soustraction entre deux termes. Ces deux termes sont très proches l'un de l'autre, et la variance n'est que la différence entre eux. Donc nous avons ici des termes qui sont sensiblement égaux à 18 000 chacun. Alors, plutôt, oui, 17 000, 18 000, bon, bref, voilà, on est à peu près dans cet ordre d'idée. On est dans cet ordre d'idée, et la différence, elle vaut 269, donc elle est très faible par rapport à chacune des deux valeurs. Si jamais vous êtes un petit peu imprécis dans l'une des deux, vous allez lourdement vous tromper sur le résultat final. Donc s'il y a des décimales, prenez-les. Prenez toutes les décimales que vous voyez dans ce calcul manuel. Faites-le pour les variances, et cette remarque peut être reproductible sur la covariance qui répond au même type de formule, avec le même type de contrainte. Alors, on s'aperçoit que dans cet exemple-là, on a une covariance négative, si on s'en tient à ce que je disais juste avant. Ça signifie qu'ici, y a tendance à décroître lorsque x croît. Autrement dit, le nombre de sorties au cinéma a tendance à diminuer lorsque l'âge augmente. Est-ce que c'est ce qu'on constate dans le tableau initial si on regarde les nombres de réponses données? Effectivement, pour des âges relativement faibles, le nombre de sorties au cinéma a tendance à être relativement élevé. Donc en gros, ça se moyenne sur du 11-12, vu la distribution d'effectifs. Par contre, si on va vers les 50 ans et plus, on voit un glissement des réponses vers des valeurs de Y plus faibles. Donc c'est comme ça, en regardant, si on veut, les nombres de réponses qui sont plus importants que les autres et l'orientation que ça prend, que l'on se rend compte qu'effectivement ici, si x augmente, y a tendance à diminuer. Donc covariance négative à l'arrivée. Alors voyons maintenant la méthode des moindres carrés. Si j'ai parlé de ces paramètres statistiques, c'est parce qu'ils interviennent dans la méthode des moindres carrés
bien qu'il y ait des moyens, évidemment, sur vos calculatrices, d'aller trouver l'équation d'une droite directement. Cette méthode des moindres carrés, c'est une méthode d'ajustement linéaire, donc ça veut dire trouver l'équation de la droite de régression en fonction d'un critère qui n'est plus celui de Maillard au départ, mais qui sera celui dit des moindres carrés. Donc nous avons un nuage de points, et nous cherchons un principe. On a vu dans la vidéo de cours précédente que le principe de Maillard qui voulait que la somme des résidus soit égale à 0 est un principe faible. Il semble être un bon principe, mais il ne conduit pas à une droite unique. Il conduit à toute l'infinité des droites qui passent par G, centre de gravité du nuage. Donc, évidemment, beaucoup de mathématiciens se sont penchés sur le problème, et on s'est dit, pourquoi pas mettre chaque résidu au carré, additionner le tout, et la meilleure droite sera celle qui minimise la somme des carrés des résidus. Alors, on doit ça traditionnellement à Gauss, sauf que si je dis ça, il y en a un qui va pas être content, c'est le monsieur qui vient d'arriver, son contemporain d'ailleurs, un peu plus âgé que Gauss en fait, même si l'image montre un peu le contraire, c'est Laplace. Laplace est celui qui a publié en premier la méthode des moindres carrés, et s'en est suivi une réaction de Gauss qui a dit « Ah non, mais moi, il y a quelques mois ou un an ou deux, je l'avais déjà inventée, mais je n'avais pas encore publié parce que j'étais en train de la développer un petit peu mieux. » D'où controverse, ce n'est pas la seule entre les scientifiques français et allemands, ou entre des scientifiques de nationalités différentes d'ailleurs. Mais il y a eu à ce moment-là, effectivement, une bisbille avec le camp de Laplace et le camp de Gauss. Mais bon, Laplace ayant publié en premier, la paternité de la méthode des moindres carrés lui revient. Donc il a eu cette idée de calculer la somme des carrés des résidus. Alors, ce qui ensuite mena à l'analyse de variance. Donc nous n'allons pas faire d'analyse de variance dans cette vidéo, ce sera l'objet d'une prochaine. Mais c'est une idée qui est purement géniale, et que les deux mathématiciens ont eu indépendamment, qui va conduire à des développements des statistiques et des possibilités d'analyse statistique qui sont phénoménales, et à mon avis, ils n'y pensaient pas au moment où ils ont pensé à ce critère. Alors ce critère est extrêmement bon, parce qu'il va conduire à des résultats bien précis, et en particulier, la droite de régression, cette fois-ci, est unique. Donc on a affaire à un critère fort qui conduit à une solution, et si la forme du nuage de points s'y prête bien, eh bien on a une droite qui passe bien dans l'axe. Bien évidemment, puisqu'on minimise la somme des carrés des résidus, donc ça veut dire que chaque résidu doit être le plus faible possible. Donc, bravo à Gauss, Laplace ne veut pas être content, il lui enlève ses lunettes, il se les met, et voilà, ça va mieux pour Laplace. Non, bon, Gauss ne reste pas très content, on va voir si on lui décerne quand même quelque chose. Deuxième chose, dans tous les cas, G appartient à la droite. Ah, le centre de gravité du nuage se retrouve sur la droite de régression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette droite respecte le critère de Maillard, ce qui réhabilite encore un peu plus Maillard, c'est-à-dire que si on veut que la somme des EI carrés soit minimale, eh bien ça va impliquer que la somme des EI soit égale à 0. Donc ça compense les résidus positifs et les résidus négatifs, ce qui est encore mieux. Et puis, remettons quand même ses lunettes à Gauss parce qu'il les mérite. Ah, il s'attribue une couronne. Zut. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Bon, non, Laplace, évidemment, il va vouloir récupérer la couronne. Bon, alors on va voir. On va voir ce qu'ils vont faire. Et ce critère somme des EI carrés minimales est équivalent à des formules toutes faites pour A et B, coefficient directeur et ordonnée à l'origine de la droite. Alors, je n'ai pas fait de développement ici. En allant sur mon site, vous retrouverez le développement dans mon cours, de pourquoi les formules de A et B qui vont apparaître. Mais effectivement, si on veut respecter ce critère, ça implique que le coefficient directeur de la droite soit égal à la covariance de xy sur variance de x, et que petit b soit égal à y bar moins a x bar. Donc c'est calculable assez rapidement. On a vu dans les exemples précédents que pour calculer une variance ou une covariance, ça n'est pas non plus la mer à boire. Et pour petit b, c'est encore plus simple. Allez, mettons la couronne au milieu, comme ça tout le monde sera content. Bien, allons voir ça maintenant dans une application.
Et on pourra demander soit un calcul détaillé des paramètres statistiques et de petit a petit b via ces formules, soit une équation de la droite via les résultats tout faits de la calculatrice, parce que je ne l'ai pas encore montré, mais la calculatrice, de toute façon, prévoit le calcul de A et B dans un coin et n'attend plus qu'on aille les lire. Alors, un exercice supplémentaire, donc je donne une série chronologique ici, avec de 2006 à 2017, une dépense d'une entreprise en publicité, voilà, en coût de communication global, en milliers d'euros, pourquoi pas. Allez, donc j'ai 41 000, 60 000, 55 000, etc., etc. Dans une série chronologique, on a vu qu'une formalisation par des stades de variables peut être possible, l'année devenant une variable. On va se simplifier la vie en numérotant les années de 1 à 12 ici, et donc on saisira sur la calculatrice en liste 1, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 12. Pour les dépenses, bien entendu, on reprend les valeurs Y du tableau. Les réglages sont simples, hein, donc les X seront en liste 1, les Y en liste 2, et pas de FREC ici pour les calculettes, pas d'effectifs dans ce tableau. Vous devez obtenir, alors je les donne un peu pêle-mêle, hein, X bar, Y bar, petit n, somme des X carrés, somme des Y carrés, etc., etc. Vous avez donc la possibilité de calculer les variances de X, de Y et la covariance de XY. Si vous faites des calculs suffisamment précis, alors là j'ai insisté sur la précision des calculs des variances et de la covariance. Par exemple, Y vaut 83,33. N'allez pas calculer une variance de Y avec 83,3, ni même 0,33. Prenez beaucoup de décimales. Et à ce moment-là, si vous êtes suffisamment précis, vous devez obtenir ce genre de résultat. Voilà, et pour la covariance ici, 84,16. Petit stop sur la covariance, elle est positive. Si vous regardez à gauche le nuage de points, vous apercevez que, effectivement, on a un nuage de points qui s'étire en montant, entre guillemets, c'est-à-dire que si je prends une valeur de x plutôt faible, j'ai un intervalle de possibilité pour y qui est plutôt bas. Si je prends une valeur de x beaucoup plus élevée, l'intervalle des possibilités qu'on me montre pour y est plus haut. Donc y a tendance à augmenter lorsque x augmente. Bien, alors dernier calcul pour petit a et petit b. La covariance divisée par la variance de x vaut 7,0629 environ, et petit b, qui vaut y bar moins a fois x bar, vaut environ 37,42. J'ai donc une équation de droite qui est celle-ci, et si je trace ma droite, je tombe sur quelque chose qui est comme ça. Alors, point faux donc, mais ça va être important dans pas mal d'exercices qui ne demandent pas les détails de calcul, les coefficients tels qu'ils apparaissent ici sont donnés par les calculettes dans la régression. D'accord ? Donc il faut demander à sa calculette une régression. Sur les Casio, dans Calc, vous trouvez l'option reg. Dans reg, vous choisissez X pour lui indiquer une régression linéaire. Et la Casio, d'ailleurs, après ça, vous demande AX plus B ou A plus BX. Notation plutôt francophone ou anglophone. Nous, on a des équations de droite qui sont y égale ax plus b. Donc on choisit ça. Idem pour les TI, quand vous allez dans Calc, vous choisissez linreg ou reglin, ça dépend de la TI. Vous remettez bien les listes qui vous intéressent. Et la TI, d'ailleurs, vous demande dès le départ soit linreg ax plus b, soit linreg a plus bx. Donc évidemment ax plus b. Voilà, donc je ne montre pas les résultats puisque ce seront les mêmes que ceux du dessus, 7,0629 et 37,42. Alors, terminons par donc parler un peu du coefficient de corrélation linéaire, qui est intimement lié, dans le cas d'un ajustement linéaire, au coefficient de détermination, qui, lui, apparaît en analyse de variance. Alors, nous parlons ici uniquement du coefficient de corrélation linéaire, dont il est la racine carrée. Ce coefficient de corrélation linéaire est noté par la lettre R. Vous le trouverez dans la littérature, principalement sous la forme petit r, mais vous pourrez aussi le rencontrer en R majuscule ou alors suivant la lettre ρ de l'alphabet grec. Il vaut covariance de xy sur sigma de x fois sigma de y. Et il se trouve que
le nombre qui est au numérateur, en valeur absolue, est toujours plus petit que le produit des écarts-types. Ce qui fait que le résultat est systématiquement compris entre -1 et 1. Alors, -1 et 1 parce que la covariance peut être positive ou négative. Bon, très bien. Que dire de ce coefficient? Eh bien, en fait, si vous trouvez un coefficient relativement proche de 1 ou de -1, donc de 1 en valeur absolue, et on fixe une barre à 0,95 classiquement, alors vous pouvez imaginer qu'une corrélation linéaire peut être jugée très forte et que le modèle linéaire est parmi les plus adaptés. Alors évidemment, tout ça est à nuancer beaucoup, donc je vais en parler juste après. Mais c'est un indicateur qui nous dit, ah bah tiens, peut-être que représenter le nuage de points par une droite est une bonne idée. Mais c'est du peut-être. Alors, regardons un peu différents nuages de points, les différentes formes qu'ils peuvent montrer, et ainsi de suite. Vous trouverez un coefficient de corrélation linéaire relativement bon dans les deux graphiques de gauche. Alors, je ne dis pas que dans les deux graphiques, il dépasse 0,95, mais je veux dire qu'il dépasse 0,75. Alors que dans celui d'à côté, par exemple, on va être typiquement entre 0 et 0,5. Voilà. On a une répartition plutôt aléatoire des points, ce qui n'est vraiment pas terrible, et nous avons un coefficient de corrélation linéaire qui est mauvais. Dans le troisième schéma, nous avons une corrélation qui est très forte entre x et y, mais pas linéaire. Une corrélation non linéaire ou curvilinéaire. Dans ce genre de cas de figure, vous allez trouver également un coefficient de corrélation linéaire qui est mauvais. Ici, admettons, -0,75 et -0,5. Parce que si on avait une droite à tracer, on trouverait une droite de coefficient directeur négatif, on peut l'imaginer, hein, si on essaye de suivre une droite qui minimise les résidus. Voilà, bon, et ainsi de suite. Donc vous avez ici un coefficient très mauvais, ensuite en quatrième position, un coefficient qui se remet à être bon mais négatif, un coefficient vraiment indéterminable ici, sans faire les calculs, ici quelque chose qui est assez mauvais, et on pense positif, et puis ici quelque chose qui est franchement mauvais. Bon, très bien. Alors maintenant, ne faisons pas dire à petit r ce qu'il ne veut pas dire. En fait, il y a une implication qui va dans un sens, mais qui ne va pas dans l'autre. Déjà, dans un premier temps. Première chose à bien savoir, un nuage de points qui montre des points pas loin d'être alignés va donner un coefficient de corrélation linéaire plutôt bon. Mais la réciproque n'est pas vraie, malheureusement. Si je prends par exemple un nuage de points qui montre quelque chose de légèrement incurvé, alors beaucoup plus légèrement que le troisième schéma ici. Imaginez que le nuage de points semble suivre une courbe, mais avec une courbure très très faible. Vous allez trouver un excellent coefficient de corrélation linéaire, mais vous avez sous vos yeux quelque chose qui va vous dire non, ça n'est pas le modèle linéaire qui est le plus adapté. Il va falloir trouver la bonne courbe, même si ça n'est pas très courbé. Donc, il y a des cas de figure où les points sont proches d'être alignés, et donc qui vont donner un très bon coefficient de corrélation linéaire. Mais vous saurez par vous-même en regardant le nuage de points si le modèle linéaire est bien adapté ou pas. Deuxième chose, un nuage de points peut faire aboutir à un coefficient de corrélation linéaire plutôt mauvais, de type 0,8 ou 0,7, voire 0,6, 0,5. Et pourtant, le modèle linéaire serait le plus adapté. Alors on va voir ça dans un exemple dans la diapo suivante. Et il va falloir justement que vous soyez conscient de ce que veut dire le coefficient de corrélation linéaire et de ce qu'il ne veut pas dire. Ici, j'ai un nuage de points qui, on le voit en dessous, mène à un coefficient de corrélation linéaire relativement mauvais, hein, de -0,74. Ce nuage de points, il a une forme de ballon dirigeable caractéristique avec un axe bien droit. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout envie de chercher une courbe pour suivre ce nuage de points, en tout cas pour le modéliser par quelque chose de central, par une tendance centrale. J'ai plutôt envie de chercher une droite ici. Le modèle linéaire me semble le plus adapté vu la forme du nuage. Mais ce nuage a la mauvaise idée d'être épais. Et comme il présente pas mal de flou,
eh bien, il va conduire à un coefficient de corrélation linéaire pas très bon. D'accord? Donc, encore une fois, ce coefficient de corrélation linéaire, c'est juste un indicateur, mais ça ne veut pas non plus nous dire ce qu'on va faire forcément. Alors, pour information, nous avons ici un graphique qui est réel, hein, qui date de quelques années. Dans une académie en France, nous avons, tous les collèges ont été classés en fonction, en abscisse, de leur pourcentage d'élèves qui viennent de CSP défavorisés, bon, terme à définir, et en ordonnée du taux de réussite, donc ceux qui ont eu la moyenne, à l'épreuve de français du brevet. Et donc on veut savoir si le fait qu'il y ait beaucoup de CSP défavorisés, ou un peu moins, a une influence sur le taux de réussite à l'épreuve du français au brevet des collèges. Si on regarde les choses dans leur globalité, on dit oui, il y a une influence. Clairement, pour les forts pourcentages de CSP défavorisés, nous avons des taux de réussite qui sont inférieurs aux collèges qui ont de faibles pourcentages de CSP défavorisés. Mais il y a tellement de flou dans ce nuage que vous ne pouvez pas parler d'un collège individuellement sans l'avoir cité. Par exemple, si je dis, voilà, les collèges qui ont 45% de CSP défavorisés sont typiquement des collèges qui vont avoir tel taux de réussite. Eh bien, je ne peux pas dire ça. Parce que si je regarde ce qui se produit pour ces collèges-là, l'écart, et donc l'intervalle de taux de réussite, va de 59% ici jusqu'à 74%. Donc c'est un écart énorme entre des collèges qui pourtant sont dans la même catégorie. Et puis inversement, si je vise un taux de réussite particulier, comme ici 69%, je vais apercevoir qu'il a été atteint par des collèges de type extrêmement différents, allant de 25% de CSP défavorisés jusqu'à des collèges qui ont 65% de CSP défavorisés. Donc à partir du moment où un nuage commence à être un peu flou, tout ce qu'on peut citer, c'est la tendance globale d'une population, mais pas le fait d'être précis sur une catégorie d'individus. Et donc, en gros, la conclusion, c'est surtout ne pas stigmatiser. Ce n'est pas parce qu'une tendance globale est déterminée qu'il faut stigmatiser telle ou telle catégorie. Voilà donc typiquement un exemple de coefficient de corrélation linéaire qui est assez mauvais, mais qui quand même, une fois le graphique sous les yeux, va impliquer un ajustement linéaire plus qu'un autre. Alors pour finir, quelque chose d'un peu plus anecdotique, mais là aussi il faut faire attention, quelque chose qui est fortement corrélé linéairement. Il s'agit du taux de mariage en France, donc c'est en nombre de mariages pour, je ne sais plus, je crois 10 000 habitants, bon, voilà, dans l'année. Et puis, tout ça a été placé en fonction du PIB de l'année en question. Avec ici un indice, en fait, qui est le rapport PIB sur PIB de 1974. Et nous avons un point par année. Voilà ce qui s'est passé en 1974, PIB 1, taux de mariage environ 7,5. Et puis 1975, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Nous avons un coefficient de corrélation linéaire qui est très très bon, moins 0,9875. Je rappelle qu'il est compris entre moins 1 et 1, toujours, et que lorsqu'il devient très très proche de moins 1 ou de 1, c'est qu'on a des points pas loin d'être alignés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a vraiment une relation entre le PIB d'un pays et son taux de mariage? Après tout, pourquoi pas? C'est-à-dire, plus le pays acquiert de richesses, et moins on s'y marie. Et non seulement ça, mais en plus, tout ça semble linéaire, c'est-à-dire que inexorablement ça va décroître à une vitesse constante. Avec la croissance du PIB, le taux de mariage diminue, comme si un jour il allait se retrouver négatif. Alors bien sûr que non, tout ça n'est qu'une coïncidence. Je ne vous ai pas montré ce qui s'était passé avant 1974, ni après 1981. Mais il se trouve que sur ce septennat, on va dire, la coïncidence graphique est celle-ci. Donc, ça n'est pas parce qu'il y a une excellente corrélation entre deux variables qu'il y a une relation de cause à effet entre les deux variables.
Donc voilà un biais à surtout bien avoir dans un coin de la tête aussi. Et d'ailleurs, depuis des années, il y a un nombre assez important d'ordinateurs partout dans le monde qui tournent en boucle en croisant des données qui viennent de n'importe quelle source et qui parfois tombent sur des corrélations. Alors parfois, c'est des choses pertinentes où, tiens, on n'avait pas pensé que ces 2 variables pouvaient avoir une influence l'une sur l'autre. Et puis parfois, c'est comme ici, ce sont des corrélations qui sont, complètement fortuites, des coïncidences. Et je vous invite à rechercher sur un moteur de recherche corrélation douteuse ou corrélation rigolote ou farfelue, et vous allez tomber sur des sites qui vous montrent des corrélations assez rigolotes à voir. Voilà, par exemple, le nombre de films que tel acteur a tourné par année, qui est très bien corrélé avec le nombre de motos Suzuki qu'on vend dans tel état des États-Unis. Enfin voilà, etc. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de la question qu'on voulait traiter aujourd'hui. Les paramètres en statistique, la méthode des moindres carrés, voilà, comment est-ce qu'elle s'est construite et comment est-ce qu'on peut l'utiliser sur calculatrice, plus les paramètres. Et puis un petit mot donc sur ce coefficient de corrélation linéaire qui doit être à prendre avec des pincettes. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo de statistiques bien sûr.